Je m'appelle Antoinette, à 59 ans, je pensais tout savoir sur ma femme. Hélène et moi étions mariés depuis 32 ans et je croyais que nous avions construit quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Mais dernièrement, quelque chose avait changé dans notre maison, quelque chose que je n'arrivais pas à définir précisément jusqu'à ce que ces fameux jeudis soirs deviennent une habitude que je ne pouvais plus ignorer. Tout a commencé il y a 3 mois, juste après la rentrée de septembre. Hélène, qui travaillait comme assistante de direction dans un cabinet médical du centre-ville, a soudainement commencé à avoir ce qu'elle appelait des réunions tardives tous les jeudis. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Les exigences du travail évoluent, les responsabilités augmentent, et à 55 ans, Hélène était plus dévouée que jamais à son emploi. Mais j'ai ensuite commencé à remarquer des détails qui clochaient. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Quand Hélène rentrait de ses prétendues réunions tardives, elle avait une odeur différente, pas ce mélange habituel de désodorisant de bureau et de café de la machine qui imprégnait généralement ses vêtements. À la place, il y avait un parfum doux, presque floral, que je n'arrivais pas à identifier. Quand je lui posais la question, elle haussait les épaules et parlait d'un nouveau parfum d'ambiance au cabinet ou du parfum d'une collègue qui aurait déteint sur elle lors d'une longue réunion. Ensuite, il y avait ses vêtements. Hélène était toujours méticuleuse quant à son apparence, mais ces jeudis soirs, elle rentrait avec son chemisier légèrement froissé. Ses cheveux n'étaient pas aussi impeccables qu'à son départ. Son rouge à lèvres avait complètement disparu, pas seulement estompé par une longue journée, mais totalement effacé. Quand je lui en ai fait la remarque une fois, elle a ri et a dit qu'elle avait dû l'enlever en s'essuyant pendant le dîner au bureau. Le dîner au bureau. C'était une autre chose étrange. Hélène n'avait jamais mentionné dîner au travail avant le début de ses réunions du jeudi. Pendant toutes nos années ensemble, elle s'était toujours plainte des mauvais sandwichs en triant vers le distributeur et disait qu'elle avait hâte de rentrer à la maison pour un repas chaud. Maintenant, soudainement, elle faisait de grands dîners élaborés pendant ses réunions tardives. Mais ce sont les appels téléphoniques qui ont vraiment commencé à me déranger. Hélène avait toujours été très ouverte avec son téléphone, le laissant traîner, répondant aux appels devant moi sans y penser à 2 fois. Mais désormais, quand son téléphone sonnait les jeudis après-midi ou en soirée, elle s'isolait dans une autre pièce pour répondre. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs, mais elle était plus basse, plus prudente, comme si elle s'assurait que je ne puisse pas distinguer ses mots. Un jeudi soir de la mi-octobre, j'ai décidé de rester éveillé et de l'attendre. Je lui ai dit que je lirais dans le salon, en regardant peut-être un peu la télévision de fin de soirée. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir à 18h30, disant qu'elle rentrerait peut-être tard, sans doute après 23h. Elle portait une robe bleu marine que je lui avais achetée pour son anniversaire il y a 2 ans, et elle était magnifique. Mais il y avait quelque chose dans son regard quand elle m'a regardé, quelque chose qui ressemblait plus à un adieu définitif qu'à un simple à tout à l'heure. Je me suis installé dans mon fauteuil inclinable avec un livre, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les mots. Chaque voiture qui passait devant notre pavillon me faisait lever les yeux, me demandant si c'était Hélène qui rentrait. Mais au fil des heures, j'ai réalisé que je n'attendais pas seulement son retour. J'ai guetté quelque chose, même si je ne savais pas quoi. Vers 22h15, on a sonné à la porte. Je n'attendais personne, et pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais la sonnerie a retenti à nouveau, plus insistante cette fois. J'ai ouvert la porte pour me retrouver face à un jeune homme d'une vingtaine d'années tenant un sac de livraison micro-isotherme pour pizza. Il avait l'air confus, vérifiant son téléphone puis regardant à nouveau le numéro de notre maison. Je crois que je me suis trompé d'adresse, a-t-il dit en s'excusant. Je devais livrer rue des Érables, mais ici c'est bien la rue des Ormes, n'est-ce pas? C'est exact, ai-je confirmé. La rue des Érables est 2 rues plus loin. Il m'a remercié et a fait ligne de partir, mais s'est soudainement arrêté et m'a regardé. Il y avait quelque chose d'étrange dans son expression, quelque chose de presque complice. Monsieur, a-t-il dit doucement, regardant autour de lui comme pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Ça fait 2 ans que je livre dans ce quartier. Je vois beaucoup de choses. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. D'accord, ai-je dit en plus. Il s'est approché, sa voix tombant à un murmure à peine audible. Ce lampadaire, a-t-il dit en pointant le poteau à l'angle de notre rue. Il déconne ces derniers temps. Il s'éteint vers 23h30 la plupart des jeudis soirs. Un problème électrique, j'imagine. J'ai regardé la lumière, qui brillait normalement. Je n'avais rien remarqué, ai-je répondu.
Le livreur a réajusté le sac de pizza dans ses bras. Monsieur, a-t-il insisté, avec une urgence palpable dans la voix, attendez que le lampadaire s'éteigne. Vous verrez et vous comprendrez tout. Avant que je ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il s'éloignait déjà, disparaissant dans l'obscurité au-delà de la portée de ce même lampadaire qu'il venait de mentionner. Je suis resté sur le pas de ma porte un long moment, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Un livreur de pizza inconnu me donnant un conseil énigmatique sur l'attente d'une panne de lampadaire. Cela semblait absurde, mais en fermant la porte et en retournant à mon fauteuil, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment qu'il savait quelque chose que j'ignorais. Quelque chose sur mon propre quartier, ma propre vie, et possiblement sur ma propre femme. J'ai regardé ma montre. 22h25. Si la lumière s'éteignait vers 23h30 comme il l'avait dit, je n'avais qu'une heure à attendre. J'ai éteint toutes les lumières du salon et me suis positionné là où je pouvais voir par la fenêtre avant tout en restant caché. Le lampadaire projetait un cercle de lumière vive sur le trottoir en contrebas, éclairant environ la moitié de notre petit jardin et une partie de la rue. Tout semblait normal, calme, paisible. Mais alors que j'étais assis là, dans l'obscurité de mon propre salon, attendant qu'un lampadaire tombe en panne, j'ai réalisé que rien dans cette situation n'était normal. J'avais 59 ans, j'étais caché dans ma propre maison, suivant le conseil d'un inconnu, attendant d'espionner ma propre femme. Comment mon mariage en était-il arrivé là? Les minutes se sont écoulées lentement. À 23h, j'ai entendu un moteur de voiture au loin et un rythme cardiaque cesse d'accélérer. Mais la voiture est passée sans s'arrêter. À 23h15, une autre voiture cesse d'approcher, plus lentement cette fois. Encore une fois, elle a continué au-delà de notre maison. Je commençais à me sentir abattu, assis dans le noir comme une sorte de détective à ma place. Puis, à exactement 23h28, le lampadaire a commencé à vaciller. En regardant la lumière clignoter comme une bougie mourante, mon esprit s'est mis à vagabonder à travers les derniers mois, rassemblant des détails que j'avais réussi à ignorer ou à rationaliser. Les mots du livreur résonnaient dans ma tête. Vous verrez et vous comprendrez tout. Mais qui avait-il à comprendre? Qu'avais-je manqué? J'ai repensé au début de septembre. Hélène agissait déjà différemment à l'époque, bien que je ne l'ai pas reconnue comme le début d'un schéma. Elle avait commencé à prendre de plus longues douches, restant parfois dans la salle de bain 45 minutes ou plus. Quand je l'interrogeais, elle disait qu'elle essayait une nouvelle routine de soins de la peau lue sur Internet. Cela semblait assez innocent, mais maintenant, assis dans le noir, je me souvenais comment elle sortait de ses longues douches, n'ayant pas l'air détendue, mais plutôt agitée, comme si elle avait réfléchi intensément à quelque chose de troublant. Il y avait aussi ses appels sur notre téléphone fixe. Nous gardions toujours l'ancienne ligne, principalement pour les urgences et pour que la mère âgée d'Hélène puisse appeler. Mais ces dernières semaines, le téléphone sonnait, et quand je décrochais, l'appelant raccrochait immédiatement. Quand Jeanne est parlé à Hélène, elle a suggéré que c'était probablement des démarcheurs téléphoniques ou des erreurs de numéro. Mais les commerciaux essaient généralement d'engager la conversation, ils ne raccrochent pas dès que vous y parlez. La chose vraiment étrange était que ces appels silencieux semblaient toujours avoir lieu le mercredi soir, la veille des mystérieuses réunions du jeudi d'Hélène. Je n'avais jamais fait le lien entre les deux événements auparavant, mais maintenant, alors que j'attendais dans l'obscurité, le timing me semblait trop parfait pour être une coïncidence. Je me suis également souvenu de l'après-midi où je suis rentré plus tôt de mon travail au magasin de bricolage et où j'ai trouvé Hélène assise à notre table de cuisine avec des papiers étalés devant elle. Dès qu'elle a entendu ma voiture dans l'allée, elle a rapidement rassemblé les papiers et les insérés dans une enveloppe trace. Quand je lui ai demandé sur quoi elle travaillait, elle a répondu que c'était juste des documents d'assurance de son bureau qu'elle devait revoir à la maison. Mais j'avais jeté un coup d'œil à ces papiers avant qu'elle ne les fasse disparaître. Ils ne ressemblaient pas à des formulaires d'assurance maladie. Ils ressemblaient à des documents légaux, avec des enquêtes officielles et des paragraphes de texte dense. Plus important encore, j'aurais juré avoir vu mon nom imprimé en haut de l'une des pages. Quand j'ai questionné Hélène à ce sujet, elle a insisté sur le fait que je devais me tromper. Le lampadaire a de nouveau vacillé, plus violemment cette fois, et je me suis forcé à me concentrer sur le moment présent. Il était 23h31, et la lumière luttait clairement pour rester allumée. Chaque scintillement durait plus longtemps que le précédent, laissant de brefs moments d'obscurité qui semblaient engloutir tout le coin de la rue. Lors d'un de ces intervalles sombres, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait d'autres lumières allumées dans les maisons voisines, des lumières aux fenêtres où des gens semblaient être éveillés et regardaient.
Madame Moreau, la voisine d'à côté, avait les rideaux de son salon légèrement tirés, et je pouvais voir sa silhouette assise dans une chaise face à la fenêtre. Les Garcia, de l'autre côté de la rue, avaient quelqu'un debout à la fenêtre de leur chambre à l'étage, regardant la rue en bas. C'était comme si tout le voisinage attendait que quelque chose se passe quand ce lampadaire s'éteindrait. Mais que savait-il que j'ignorais? Depuis combien de temps cela durait-il? Et pourquoi personne ne m'avait jamais rien dit? J'ai repensé aux conversations que j'avais eues avec des voisins récemment, essayant de me rappeler si quelqu'un avait fait des sous-entendus ou des commentaires qui prendraient tout leur sens maintenant. La semaine dernière, Madame Moreau arrosait son jardin devant la maison pendant que je prenais mon courrier, et elle avait fait un commentaire étrange sur le fait que les jeudis soirs étaient devenus très calmes. Sur le coup, je pensais qu'elle faisait juste la conversation sur la tranquillité du quartier. Mais maintenant, je me demandais si elle n'avait pas fait allusion à toute autre chose. La lumière a vacillé à nouveau, et resté sombre pendant près de 10 secondes cette fois, puis s'est rallumée faiblement. Dans ce moment d'obscurité, j'ai vu une voiture tourner dans notre rue tout au bout. Elle roulait lentement, presque prudemment, avec ses phares en code. Mon cœur a commencé à battre la chamade en réalisant que c'était peut-être Hélène qui rentrait. Mais à mesure que la voiture approchait, j'ai vu que ce n'était pas la Peugeot 308 grise d'Hélène. C'était une berline sombre, quelque chose de plus grand et d'apparence plus luxueuse. La voiture a continué dans la rue à cette même allure prudente et s'est garée dans l'allée d'une maison située 3 portes plus bas que la nôtre. J'ai regardé quelqu'un sortir, mais dans la pénombre, je n'ai pas pu distinguer qui c'était, ni même s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Ce que j'ai pu voir, cependant, c'est que cette personne regardait attentivement autour d'elle avant de marcher vers la porte d'entrée, comme pour s'assurer que personne ne l'observait. Ce comportement m'a semblé étrange, presque furtif. Qui rentre chez soi en regardant par-dessus son épaule comme s'il faisait quelque chose de mal? Le lampadaire s'est complètement éteint, plongeant tout le coin de la rue dans l'obscurité totale. Le seul éclairage provenait des lumières éparses des porches et des fenêtres de diverses maisons, créant de petites flaques de lumière jaune séparées par des ombres profondes. C'est dans cette obscurité que j'ai entendu une autre voiture approcher. Cette fois, je savais que c'était la voiture d'Hélène. Je reconnaissais le bruit particulier de son moteur, ce léger cliquetis qui s'était aggravé au cours des derniers mois. La voiture a ralenti en approchant de notre rue, et j'ai pu distinguer la forme familière de sa Peugeot dans la faible lueur d'un réverbère lointain. Mais Hélène n'a pas tourné dans notre rue. Au lieu de cela, elle a dépassé notre maison et s'est garée sur le trottoir à une quinzaine de mètres plus loin, dans un endroit où le lampadaire cassé laissait sa voiture dans l'ombre absolue. Elle a coupé le moteur et est restée assise là. Mes mains tremblaient pendant que je regardais ma femme depuis 32 ans, assise dans sa voiture devant notre propre maison, ne voulant clairement pas être vue. Pourquoi ne rentrait-elle pas à l'intérieur? Et pourquoi était-elle garée à l'endroit le plus sombre de la rue? Comme en réponse à mes questions, une autre voiture est apparue au bout de la rue. Celle-ci, je ne la reconnaissais pas du tout. C'était une camionnette blanche, d'apparence récente, avec des vitres teintées qui rendaient impossible de voir qui conduisait. L'utilitaire avançait encore plus lentement que la première voiture et, en passant sous les quelques réverbères qui fonctionnaient, j'ai pu voir que le conducteur regardait attentivement chaque numéro de maison. La camionnette s'est arrêtée juste devant chez nous. Un homme est sorti du côté conducteur, et même sous le faible éclairage, j'ai pu voir qu'il était grand et carré d'épaule. Il portait des vêtements sombres et bougeait avec détermination. Mais il y avait quelque chose de calculé dans ses mouvements, presque furtifs. Il ne s'est cependant pas dirigé vers notre porte d'entrée. Au lieu de cela, il a contourné la camionnette du côté passager et a ouvert cette porte. C'est à ce moment-là que j'ai vu Hélène sortir. Ma femme est sortie de l'utilitaire de l'inconnu, juste devant notre maison, à 23h35 un jeudi soir, après m'avoir dit qu'elle serait en réunion tardive au travail. Elle est restée près de l'homme pendant un moment, et il semblait parler à voix basse. Puis, à ma grande stupéfaction, elle a levé les bras et l'a enlacé. Ce n'était pas une accolade polie et professionnelle. C'était intime, familier, le genre d'étreinte partagée entre des personnes qui se connaissent très bien. Le câlin a duré ce qui m'a semblé être 2 minutes, mais n'était probablement que de 30 secondes. Lorsqu'ils se sont séparés, l'homme a tendu à Hélène quelque chose, une sorte de paquet ou d'enveloppe qu'elle a rapidement glissé dans son sac à main. Mais ce ne fut pas la fin. L'homme est allé à l'arrière de son véhicule et a commencé à décharger quelque chose du coffre. C'était sombre et volumineux, enveloppé dans ce qui ressemblait à une bâche ou une couverture lourde. Hélène l'a aidé à porter ce que c'était, et
et ensemble ils ont marché vers le côté de notre maison, disparaissant dans l'obscurité de notre jardin à l'arrière. Je suis resté pétrifié dans mon fauteuil, mon cerveau luttant pour traiter ce dont je venais d'être témoin. Hélène n'était pas au travail. Elle était avec cet homme, quel qu'il soit, et maintenant ils étaient dans notre jardin avec quelque chose qu'ils ne voulaient manifestement pas que l'on voie. Le timing minutieux, l'attente de l'extinction du lampadaire, le comportement secret, la façon dont ils se déplaçaient dans les ombres. Rien de tout cela n'était innocent. Et soudain, j'ai réalisé que les autres voisins n'étaient pas réveillés par hasard. Ils observaient, attendaient, tout comme le livreur de pizza me l'avait dit. Ils savaient qu'il se passait quelque chose le jeudi soir quand cette lumière s'éteignait. Quelque chose qu'il observait depuis je ne sais combien de temps. Quoi que fasse Hélène et cet inconnu dans notre jardin, j'allais le découvrir. Mais d'abord, je devais décider si je voulais vraiment connaître la vérité sur ce que ma femme faisait ces jeudis soirs, car quelque chose me disait qu'une fois la vérité découverte, plus rien dans ma vie ne serait jamais comme avant. Je me suis forcé à quitter mon fauteuil pour me rapprocher de la fenêtre donnant sur notre jardin, mes jambes tremblant sous mon poids. L'obscurité à l'extérieur semblait impénétrable, mais je pouvais entendre des voix venant de l'arrière de notre maison. La voix d'Hélène et le timbre plus grave d'un homme. Ils essayaient de parler doucement, mais dans le silence de la nuit, le son portait plus loin qu'ils ne le pensaient sans doute. Je me suis glissé à travers la cuisine jusqu'à la porte arrière, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'ils m'entendraient. La porte avait une petite vitre qui donnait sur notre terrasse, et je me suis positionné de manière à voir sans être vu. Ce dont j'ai été témoin dans les minutes qui ont suivi allait me hanter pour le reste de ma vie. Hélène et l'homme avaient installé une sorte de projecteur de chantier, du genre qu'utilisent les artisans, mais ils l'avaient placé près du sol et partiellement recouvert pour qu'il n'attire pas l'attention des maisons voisines. Dans ce faisceau de lumière faible et concentrée, j'ai enfin pu voir clairement le visage de l'homme. C'était mon frère, Michel. Michel, qui vivait à 300 km de là, à Toulon. Michel, que je n'avais pas vu depuis plus de 6 mois. Michel, qui traversait soi-disant un divorce difficile et des problèmes financiers. Michel, qui m'avait emprunté 5 000 € à Noël dernier, de l'argent que je lui avais donné sans hésitation parce que c'était la famille. Mais le voir ici, dans mon jardin, au milieu de la nuit, avec ma femme, portant des paquets mystérieux, ce n'était pas une visite de courtoisie ni un appel à l'aide. C'était quelque chose de planifié, de secret, quelque chose qui nécessitait la couverture de l'obscurité et un lampadaire cassé. J'ai regardé avec horreur pendant qu'il déballait ce qu'il avait transporté. Ce n'était pas juste un paquet. Il y avait plusieurs objets enveloppés dans du plastique épais et du gros ruban adhésif gris. La façon dont il manipulait ces paquets, avec soin et méthode, suggérait qu'il l'avait déjà fait auparavant. Ce n'était pas leur première fois dans mon jardin un jeudi soir. Hélène a sorti une pelle pliante d'un des sacs que Michel avait apporté. Le genre de pelle utilisée au camping. Mais il ne prévoyait pas de feu de camp. Michel a commencé à déblayer les feuilles et les garder d'un endroit près de notre cabane de jardin. Un endroit caché de la vue des maisons voisines par notre palissade en bois. Alors que je regardais ma femme et mon frère travailler ensemble avec une efficacité redoutable, la terrible vérité a commencé à se cristalliser dans mon esprit. Les réunions du jeudi soir qui n'étaient pas, les mystérieux appels téléphoniques, les documents légaux que Hélène avait cachés. La façon dont elle agissait différemment depuis des mois, non pas comme une femme ayant une liaison, mais comme une femme portant un énorme secret. Il n'y avait pas de liaison. Il planifiait quelque chose de bien pire. J'ai écouté pendant qu'il parlait à voix basse tout en travaillant. Combien de temps penses-tu qu'il nous faut encore ? A demandé Hélène, et sa voix semblait tendue, nerveuse. Plus très longtemps, a répondu Michel. Une fois que ce sera enterré assez profondément, nous serons prêts pour la phase suivante. La phase suivante ? Ces mots ont glacé le sang dans mes veines. Es-tu sûr qu'il ne remarquera rien ? A demandé Hélène. Il a un comportement méfiant ces derniers temps, il pose plus de questions. Michel s'est arrêté de creuser. Oui, a-t-il dit. Quelque chose de spécifique. Non, mais il m'observe plus attentivement. La semaine dernière, il m'a posé des questions directes sur les réunions du jeudi. Il voulait savoir exactement avec qui je me réunissais et ce dont nous discutions. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? La même chose que d'habitude. Des trucs ennuyeux de bureau, des réunions sur le budget, rien qui pourrait l'intéresser. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il n'y croyait plus tout à fait. Michel a repris son excavation. On s'aime tient au plan.
Tout est déjà en mouvement. Les papiers sont déposés. Les contrats d'assurance sont mis à jour. Et après ce soir, toutes les preuves seront enterrées là où personne ne les trouvera jamais. Contrat d'assurance. Mon sang cesse de glacer en comprenant de quoi il parle. J'ai pensé à mon contrat d'assurance vie, celui que Hélène m'avait encouragé à augmenter l'année dernière. Elle avait dit qu'il était important de s'assurer qu'elle serait à l'abri s'il m'arrivait quelque chose. À l'époque, cela semblait être une gestion financière responsable. Maintenant, je comprenais que c'était quelque chose de bien plus sinistre. Je les ai regardés enterrer ce qui ressemblait à des documents, des petits appareils électroniques, et plusieurs objets que je n'ai pas pu identifier dans la pénombre. Quoi qu'ils cachaient, c'était la preuve de quelque chose qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on découvre. Le médecin a dit que les médicaments prendront environ 2 semaines pour faire pleinement effet, dit Hélène alors qu'il commençait à retoucher le trou. Après ça paraîtra tout à fait naturel. Une insuffisance cardiaque chez un homme de 59 ans avec des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Personne ne posera de questions. Médicaments, insuffisance cardiaque, antécédents familiaux. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté terrifiante. Mon père était mort d'une crise cardiaque à 61 ans. Mon grand-père était mort d'une maladie cardiaque à 59 ans. Hélène avait raison. Si je développais soudainement des problèmes cardiaques et mourais, cela ressemblerait à une génétique malheureuse plutôt qu'à un acte familial. Mais de quel médicament parlait-elle? Je ne prenais aucun traitement régulier. Puis je me suis souvenu des compléments alimentaires que Hélène m'encourageait à prendre depuis quelques mois. Elle disait qu'elle s'inquiétait pour ma santé, surtout compte tenu de mes antécédents familiaux, et que ces vitamines particulières étaient conçues pour soutenir le système cardiovasculaire. Je les prenais fidèlement tous les matins, faisant confiance à ma femme pour veiller sur mon bien-être. Ce n'était pas des vitamines. C'était du poison, affaiblissant lentement mon cœur, préparant mon corps pour la mort naturelle qu'il avait planifiée pour moi. Qu'en est-il du transfert d'argent? A demandé Michel alors qu'il rangeait leur partie. Quand exécutons-nous cette partie? Les papiers sont déjà signés, a répondu Hélène. J'ai imité sa signature il y a des mois, et je me suis entraîné jusqu'à ce que je puisse la faire parfaitement. Dès qu'il sera déclaré mort, j'hérite de tout. La maison, l'assurance vie, son plan d'épargne retraite, tout. Et selon notre accord, tu obtiens 40% du total. 40%. J'ai fait un calcul mental rapide. Mon assurance vie valait 200 000 €. Mon plan d'épargne retraite valait environ 300 000 €. La maison valait encore 250 000 €. Les différents comptes d'épargne et d'investissement totalisaient environ 100 000 €. Il prévoyait de se partager environ 850 000 € après m'avoir assassiné. Michel allait recevoir près de 340 000 € pour aider ma femme à me tuer. Mon propre frère était prêt à m'assassiner pour de l'argent. Et tu es sûr pour le calendrier? A demandé Michel alors qu'il finissait de nettoyer leur zone de travail. Le docteur a dit 2 à 3 semaines maximum, a déclaré Hélène. Les médicaments s'accumulent progressivement dans son organisme, donc on aura l'impression que son cœur a tout simplement lâché à cause du stress accumulé. Aucune trace de quoi que ce soit d'inhabituel dans son sang au moment où quelqu'un pensera à l'analyser. Ils avaient un médecin pour les aider. Ce n'était pas seulement un complot entre ma femme et mon frère. Il y avait un professionnel de la santé impliqué, quelqu'un qui leur avait fourni la drogue qu'ils utilisaient pour le tuer à petit feu. Je me suis éloigné de la fenêtre, l'esprit chancelant. Je devais retourner dans le salon avant qu'ils ne finissent dans le jardin et que Hélène ne rentre. Elle ne devait pas savoir que j'avais vu ou entendu quoi que ce soit. Si elle réalisait que je connaissais leur plan, ils pourraient accélérer leur calendrier, ou pire, ils pourraient décider de me tuer d'une manière qui ressemblerait à un accident plutôt qu'à des causes naturelles. En retournant vers le fauteuil, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine marcher droit. 32 ans de mariage, et ma femme m'empoisonnait lentement à mort avec l'aide de mon propre frère. La femme qui avait promis de m'aimer dans la maladie comme dans la santé me rendait systématiquement malade pour pouvoir hériter de mon argent. Le frère qui s'était tenu à mes côtés à mon mariage prévoyait d'aider à m'enterrer. J'ai entendu la porte arrière s'ouvrir doucement et le pas d'Hélène dans la cuisine. Je me suis rapidement installé dans le fauteuil comme si je m'étais endormi en attendant. J'ai forcé ma respiration à ralentir et essayé de détendre les muscles de mon visage, même si tout en moi hurlait. Hélène est apparue dans l'encadrement de la porte du salon et je l'ai entendue soupirer doucement. « Antoine » a-t-elle murmuré. « Chérie, tu es réveillé ?»
J'ai fait un petit bruit comme si je sortais d'un somme, puis j'ai ouvert les yeux et je lui ai souri. Oh, salut. Je crois que je me suis endormi en t'attendant. Comment s'est passée ta réunion? Elle a souri en retour, et c'était le même sourire chaleureux et aimant qu'elle m'offrait depuis plus de 3 décennies. En la regardant maintenant, sachant ce que je savais, il était impossible de croire que cette femme qui semblait si sincèrement bienveillante planifiait ma mort. C'était long et ennuyeux, a-t-elle dit en s'approchant pour m'embrasser sur le front. Des discussions sur le budget, des problèmes de personnel, tu sais comment c'est. Je suis désolé de rentrer si tard. Ses lèvres sur mon front m'ont paru glaciales, même si elles étaient chaudes. Cette femme qui me souhaitait une bonne nuit était la même qui venait de passer la soirée à enterrer des preuves de mon meurtre prémédité. C'est bon, ai-je réussi à dire. Je comprends que le travail puisse être exigeant. Elle a étudié mon visage un instant, et je me suis demandé si elle pouvait voir la terreur que j'essayais de cacher. Tu as l'air pâle, a-t-elle dit, avec de l'inquiétude dans la voix. Tu te sens bien? L'ironie était stupéfiante. Elle exprimait de l'inquiétude pour ma santé tout en la détruisant activement. Juste fatigué, ai-je dit. Je crois que je vais monter me coucher. Bonne idée, a-t-elle répondu. N'oublie pas de prendre tes vitamines demain matin. Tu sais à quel point elles sont importantes pour ton cœur. J'ai hoché la tête et j'ai embrassé sa joue, goûtant la trahison sur sa peau. Je n'oublierai pas, ai-je promis. En montant les escaliers vers notre chambre, j'ai réalisé que je vivais désormais dans un film d'horreur qui était ma propre vie. Chaque matin où je prenais ces vitamines, je participais à ma propre exécution lente. Chaque baiser de bonne nuit était un baiser de ma future meurtrière. Chaque je t'aime était un mensonge conçu pour me garder docile jusqu'à ce qu'il soit prêt à terminer ce qu'il avait commencé. Mais maintenant, je connaissais la vérité. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil, ce qui n'était plus inhabituel. Au cours des derniers mois, je dormais de plus en plus mal, me réveillant plusieurs fois pendant la nuit, me sentant anxieux et désorienté. J'avais attribué cela au stress du travail et à l'âge. Mais maintenant je comprenais que c'était probablement un autre effet secondaire du médicament que Hélène me faisait avaler. Elle était déjà en bas en train de préparer le café, fredonnant doucement comme elle le faisait toujours le matin. La normalité de la chose était présente après ce que j'avais découvert la nuit précédente. Je pouvais l'entendre s'affairer dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, se préparant pour une autre journée à jouer l'épouse aimante tout en tuant lentement son mari. Je suis resté en haut des escaliers un moment, essayant de rassembler mon courage. Je devais agir de manière complètement normale, ne donner aucune indication que quoi que ce soit avait changé. Ma vie dépendait maintenant de ma capacité à prétendre que j'étais toujours le mari confiant et naïf que j'étais 24 heures plus tôt. Bonjour, ma chérie, a appelé Hélène depuis la cuisine quand elle m'a entendu descendre. J'ai fait de la brioche perdue, ta préférée. De la brioche perdue? Elle en avait fait probablement une douzaine de fois au cours des derniers mois, toujours le vendredi matin après ses réunions du jeudi soir. J'avais pensé qu'elle était particulièrement attentionnée, se sentant peut-être coupable d'être rentrée si tard. Maintenant je réalisais qu'elle mettait probablement une dose supplémentaire de médicaments dans la nourriture pour compenser le fait d'avoir manqué un jour de vitamines. Ça a l'air merveilleux, ai-je répondu, ma voix sonnant étonnamment normale. Tu me gâtes. Je suis entré dans la cuisine et Hélène se tenait près de la gazinière, magnifique et très femme d'intérieur dans sa robe de chambre bleue, ses cheveux grisonnants tirés en queue de cheval. Elle s'est tournée pour me sourire, et pendant une fraction de seconde, je me suis presque convaincu que j'avais tous imaginé la nuit précédente. C'était Hélène, la femme qui avait pleuré au mariage de notre fille, qui m'avait tenu la main lors des funérailles de mon père, qui m'avait soutenu à chaque moment difficile de notre mariage. Mais j'ai ensuite vu le petit flacon de vitamines posé sur le plan de travail à côté d'un verre de jus d'orange, et la réalité m'est revenue en pleine face. N'oublie pas tes vitamines, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue alors que je m'asseyais à la table. Le docteur Pelletier a dit qu'elle était particulièrement importante pour ses antécédents familiaux. Le docteur Pelletier. Je n'avais jamais entendu Hélène mentionner ce nom auparavant, mais elle l'a dit si nonchalamment, comme si je devais savoir de qui elle parlait. Nous consultions le même médecin de famille, le docteur Laurent, depuis plus de 15 ans. Qui était le docteur Pelletier, et quand Hélène avait-elle commencé à le consulter au sujet de ma santé? C'est vrai, ai-je dit prudemment. Le docteur Pelletier. Rappelle-nous ce qu'il a dit, déjà?
Hélène n'a pas semblé remarquer quoi que ce soit d'inhabituel dans ma question. Juste qu'avec la crise cardiaque de ton père et la maladie de ton grand-père, tu as vraiment besoin d'être proactif concernant ta santé cardiovasculaire. Les compléments qu'il a recommandés sont spécifiquement conçus pour soutenir la fonction cardiaque. Elle montait si facilement, de manière si convaincante, que si je n'avais pas entendu sa conversation avec Michel la nuit précédente, j'aurais cru chaque mot. Elle s'était probablement entraînée à raconter cette histoire pendant des mois, la peaufiner jusqu'à ce qu'elle paraisse totalement naturelle. J'ai pris le flacon de vitamines et l'ai examiné de plus près que je ne l'avais jamais fait. L'étiquette avait l'air professionnelle avec le logo du laboratoire pharmaceutique et une liste détaillée des ingrédients. Mais maintenant que je le cherchais, je pouvais voir que l'étiquette était légèrement de travers, comme si elle avait été appliquée à la main plutôt qu'à la machine. Ce n'était pas un vrai produit pharmaceutique. C'était quelque chose qui avait été préparé spécialement, probablement par ce mystérieux docteur Pelletier. Je devrais sans doute prendre rendez-vous avec lui pour un suivi, ai-je dit, observant attentivement la réaction d'Hélène. Juste pour voir comment je réagis au complément. L'espace d'un bref instant, j'ai vu quelque chose traverser le visage d'Hélène. De la panique, peut-être, ou du calcul. Mais elle a récupéré si vite que si je n'avais pas été à l'affût, je l'aurais complètement manqué. Oh, ce n'est pas nécessaire, a-t-elle dit en se retournant vers ses tranches de brioche. Le docteur Pelletier a dit que les compléments sont parfaitement sûrs pour un usage à long terme. Aucun suivi médical n'est requis. Et puis, tu sais à quel point les médecins sont débordés. Il a spécifiquement dit de ne pas s'embêter avec des rendez-vous de contrôle à moins que tu ne ressentes des effets secondaires. Bien sûr qu'il avait dit ça. Il ne pouvait pas risquer que je rencontre réellement ce docteur Pelletier et que je découvre potentiellement qu'il n'était pas vraiment médecin et qu'il était impliqué dans leur complot pour me tuer. Je me suis forcé à prendre les gélules, les avalant avec le jus d'orange, sachant que j'ingérais du poison mais incapable de refuser sans éveiller les soupçons. Alors que les pilules descendaient dans ma gorge, je me suis fait la promesse silencieuse que ce serait la dernière fois. Je devais trouver un moyen d'arrêter de le prendre sans que Hélène s'en aperçoive. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé de glaner plus d'informations sans paraître suspect. Tu sais, je pense beaucoup à ma santé dernièrement, et je suis entre deux bouchées de brioche. Je devrais peut-être mettre à jour mon testament, juste pour m'assurer que tout est en ordre. La fourchette d'Hélène s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ton testament ? Pourquoi penserais-tu à ça ? Eh bien, tu sais, avec les antécédents familiaux et tout, il semble responsable de s'assurer que tous nos papiers sont à jour. À quand remonte la dernière fois que nous avons revu nos contrats d'assurance ? Oh, Antoine, a dit Hélène, sa voix prenant un ton légèrement paternaliste. Tu deviens nerveux. Tu n'as que 59 ans et tu es en bonne santé. Il n'y a aucune raison de commencer à penser au testament et aux assurances vie. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle pensait exactement à ces choses. Elle savait à l'euro près combien vaudrait ma mort, parce qu'elle le calculait probablement depuis des mois. Je suppose que tu as raison, ai-je dit. Je veux juste m'assurer que tu sois à l'abri s'il m'arrivait jamais quelque chose. Rien ne va t'arriver, a affirmé Hélène fermement. Pas avant de très nombreuses années. Et quand ce moment viendra, j'espère quand nous serons tous les deux très vieux, oui, je m'en sortirai. Nous nous en sommes assurés. Nous nous en sommes assurés. Pas nous l'avons planifié ou nous nous y sommes préparés, mais nous nous en sommes assurés. Comme si la mort était quelque chose qui avait déjà été organisé plutôt que quelque chose à laquelle ils étaient simplement préparés. Après le petit déjeuner, Hélène est partie au travail avec son baiser habituel et un rappel de prendre soin de moi. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, j'étais au téléphone avec notre notaire et avocat de famille. Maître Dubois, c'est Antoine, ai-je dit lorsqu'il a répondu. J'ai besoin de vous poser une question et il faut que cette conversation reste absolument confidentielle. Bien sûr, Antoine, en quoi puis-je vous aider ? Est-ce que Hélène vous a contacté récemment au sujet de la mise à jour de nos testaments ou du changement de bénéficiaire de nos assurances-vie ? Il y a eu un silence. Antoine, vous savez que je ne peux pas discuter de communication avec Hélène sans sa permission, même avec vous. Maître, c'est crucial. Je ne demande pas de détails. J'ai juste besoin de savoir si elle vous a contacté. Un autre silence. Plus long cette fois. Non, Antoine. Hélène ne m'a contacté pour quoi que ce soit depuis plus de 2 ans. Se passe-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Si Hélène n'avait pas travaillé
travaillé avec notre avocat pour mettre à jour nos documents légaux, alors elle avait travaillé avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'aidait à falsifier des documents ou à créer de faux papiers qui lui garantiraient d'hériter de tout à mon décès. Maître Dubois, j'ai besoin que vous sortiez nos testaments et polices d'assurance actuels. Je veux tout passer en revue, et je veux m'assurer que rien n'a été modifié à mon insu. Je peux avoir des copies prêtes pour vous cet après-midi, a dit l'avocat. Antoine, avez-vous des ennuis? J'avais envie de tout lui dire, mais je ne savais pas à qui je pouvais faire confiance. Si Hélène planifiait ça depuis des mois, si elle avait un médecin et peut-être un notaire véreux pour l'aider, alors elle avait peut-être mis en place des garanties contre ce genre de découverte. Je vous expliquerai quand je vous verrai, ai-je répondu. Pouvez-vous avoir tout prêt pour 15 heures? Après avoir accroché avec Maître Dubois, j'ai appris mon travail pour me faire porter part. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour trouver comment rester en vie assez longtemps pour exposer ce que Hélène et Michel faisaient. Je devais me souffler la maison. S'il préparait ça depuis des mois, il y avait peut-être des preuves cachées quelque part. Des communications avec le docteur Pelletier, des documents falsifiés, des informations sur le médicament qu'il utilisait. Je devais cependant faire attention. Si Hélène rentrait à l'improviste et me trouvait en train de fouiller dans ses affaires, cela pourrait précipiter leur calendrier. J'ai commencé par le bureau des Hélène, la petite pièce où elle payait les factures et gardait ses papiers personnels. À première vue, tout semblait normal. Mais quand j'ai commencé à examiner ces dossiers plus attentivement, j'ai trouvé une chemise étiquetée information médicale que je n'avais jamais vue auparavant. À l'intérieur, il y avait des documents qui m'ont glacé le sang. Il y avait des copies de mon dossier médical du docteur Laurent, mais ils avaient été altérés. Quelqu'un avait ajouté des notes sur des palpitations cardiaques, des douleurs thoraciques et un essoufflement. Des symptômes que je n'avais jamais signalés car je ne les avais jamais ressentis. Il y avait aussi des ordonnances pour des médicaments que je n'avais jamais pris, tous liés à des problèmes cardiaques. Il ne prévoyait pas seulement de me tuer. Il créait un faux historique médical pour corroborer leur version selon laquelle je souffrais de problèmes cardiaques non diagnostiqués. À ma mort, ces dossiers trafiqués convainquaient les enquêteurs que mon décès était le résultat de causes naturelles qui s'étaient attardées au fil du temps. Mais la découverte la plus troublante fut une série de mails imprimés entre Hélène et quelqu'un identifié uniquement par un M, évidemment Michel. Les emails détaillaient l'intégralité de leur plan, de l'empoisonnement graduel à l'enfouissement des preuves, en passant par les arrangements financiers qu'il avait conclus. Un email de Michel à Hélène m'a particulièrement marqué, n'oublie pas, le médicament doit être administré de façon constante. Le docteur Pelletier a souligné que des doses irrégulières pourraient provoquer des symptômes qui le rendraient méfiant. Mieux vaut prendre plus de temps et être sûr que de se précipiter et risquer d'être découvert. Un autre email de Hélène à Michel était encore plus effrayant, Antoine a parlé de mettre à jour son testament hier. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais il faudra peut-être agir plus vite que prévu. À quelle vitesse le docteur Pelletier peut-il ajuster le dosage? Il surveillait mon comportement, ajustant leur plan en fonction de tout ce que je disais et faisais qui pourrait indiquer des soupçons. Il traitait mon meurtre comme un projet d'entreprise avec des échéances, des plans d'urgence et des rapports d'avancement. En lisant ces emails, j'ai réalisé que cette conspiration allait plus loin que Hélène, Michel et un médecin corrompu. Il y avait des références à d'autres personnes, d'autres arrangements, d'autres aspects du plan que je n'avais pas encore découverts. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone, m'assurant d'avoir des preuves de tout ce que j'avais trouvé. Puis j'ai soigneusement tout remis exactement comme je l'avais trouvé. À 15 heures, j'étais assis dans le bureau de Maître Dubois, examinant mes documents légaux avec une horreur grandissante. Le testament n'avait pas été modifié, mais nos polices d'assurance vie, si. Hélène avait ajouté une couverture supplémentaire à laquelle je ne me souvenais pas avoir souscrit, portant le capital d'essai total à 400 000 € au lieu des 200 000 que je pensais que nous avions. La signature sur les documents de la police additionnelle ressemblait à la mienne, mais en l'examinant de près, je pouvais voir de subtiles différences. Hélène avait imité ma signature, tout comme elle s'était vantée auprès de Michel. Maître, ai-je dit en levant les yeux vers mon avocat. Je crois que ma femme essaie de me tuer. L'avocat m'a dévisagé par-dessus son bureau en acajou, son expression passant de la préoccupation professionnelle à une véritable alarme. Antoine, c'est une accusation extrêmement grave. Êtes-vous absolument certain de ce que vous avancez? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises des emails et des dossiers médicaux falsifiés. En les lisant, son visage a pâli. Mon Dieu, a-t-il murmuré. C'est une tentative de meurtre.
Ce n'est pas une tentative, ai-je dit sombrement. C'est en cours. Elle m'empoisonne depuis des mois et, d'après ce que j'ai surpris, il ne me reste qu'environ 2 semaines avant que le médicament ne me tue. Dubois a immédiatement attrapé son téléphone. Nous devons appeler la police tout de suite. Ces documents sont des preuves de complot en vue de commettre un assassinat. J'ai posé ma main sur son bras pour l'arrêter. Non, pas encore. Antoine, vous avez perdu l'esprit? Votre femme essaie de vous tuer. Je le sais, ai-je répondu. Mais réfléchissez de manière logique. Quelles preuves avons-nous réellement? Quelques jumelles entre Hélène et quelqu'un identifié par un monsieur, nous ne pouvons pas prouver que c'est Michel. Des dossiers médicaux altérés qui auraient pu être falsifiés par n'importe qui. Une signature mutée sur une police d'assurance que j'aurais pu signer et simplement oublier. L'avocat a froncé les sourcils. Et le médicament? Nous pourrions le faire à la maison. Quel médicament? Ces flacons de vitamines auront disparu bien avant que la police n'obtienne un mandat de perquisition. Hélène n'est pas stupide. Dès que j'implique les forces de l'ordre, elle détruira toutes les preuves et prétendra que je fais une sorte de dépression nerveuse. Souvenez-vous, elle crée un faux historique médical montrant que j'ai des problèmes cardiaques et psychologiques. Qui va croire que j'ai toute ma tête? Dubois s'est adossé à son fauteuil, comprenant le dilemme. Alors, que proposez-vous? J'ai besoin de rassembler plus de preuves, et je dois le faire sans qu'il sache que je suis au courant. Il me faut des preuves si accablantes qu'ils n'auront aucun moyen de s'en sortir. Au cours de l'heure suivante, Maître Dubois et moi avons élaboré un plan. Premièrement, je continuerai à prendre les vitamines, mais je me ferai immédiatement venir ensuite, quand Hélène ne serait pas là. Cela empêcherait l'empoisonnement de continuer tout en maintenant l'apparence que je suivais toujours leur plan. Deuxièmement, nous engagerions un détective privé pour suivre Hélène et documenter ses rencontres avec Michel et ce docteur Berthier. Troisièmement, Dubois commencerait discrètement à rassembler des informations sur les polices d'assurance falsifiées et tout autre document financier qui aurait pu être altéré. Plus important encore, je commencerai à porter un micro lors de mes conversations avec Hélène, essayant de lui faire révéler plus de détails sur leur plan. L'avocat connaissait un ancien inspecteur de police spécialisé dans le matériel de surveillance qui pourrait m'équiper d'un dispositif minuscule et indétectable. C'est incroyablement dangereux, Antoine, m'a averti Dubois alors que nous finalisions les détails. S'ils soupçonnent que vous savez ce qu'ils font, ils pourraient décider d'accélérer leur calendrier. Ou ils pourraient essayer de faire passer votre mort pour un accident plutôt que pour des causes naturelles. Je savais qu'il avait raison, mais je savais aussi qu'aller voir la police prématurément ne ferait que donner à Hélène et Michel une chance de détruire les preuves et de disparaître. Je devais les prendre en flagrant délit, et les amener à s'incliner si complètement qu'aucune défense ne serait possible. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et me suis comporté aussi normalement que possible. Hélène était d'une humeur exceptionnellement bonne, bavardant sur sa journée de travail et me questionnant sur la mienne. Elle a préparé mon dîner préféré, un bœuf bourguignon avec des pommes de terre, et m'a rappelé 2 fois de prendre mes vitamines le soir. Tu as l'air plus détendu ces derniers temps, a-t-elle observé pendant que nous débarrassions la table. Je me faisais du souci pour toi il y a quelque temps. Tu semblais si anxieux et paranoïaque. Paranoïaque. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma femme m'empoisonnait littéralement à mort et elle qualifiait ma méfiance grandissante de paranoïa. J'essaie de moins stresser pour les choses que je ne peux pas contrôler, ai-je répondu. La vie est trop courte pour s'inquiéter de tout. Hélène a souri et m'a pris dans ses bras. C'est mon mari sage. Je suis contente que tu te sentes mieux. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai mis à exécution le plan discuté avec lui. Je suis allé aux toilettes et me suis forcé à vomir les vitamines que j'avais prises après le dîner. C'était désagréable, mais savoir que je purgeais le poison de mon système rendait la chose supportable. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans la façon dont je me sentais. L'engourdissement matinal a commencé à se dissiper. L'anxiété et les palpitations cardiaques qui me dérangeaient depuis des semaines ont commencé à diminuer. Mes difficultés à dormir se sont considérablement améliorées. Quel que soit le médicament qu'il me donnait, il s'éliminait lentement de mon organisme, et je commençais à redevenir moi-même. La détective privée recommandée par Dubois, une femme nommée Sarah Lefebvre, a commencé sa filature le jeudi matin. Elle a suivi Hélène au travail, puis a traqué ses mouvements tout au long de la journée. Ce qu'elle a découvert, c'est que Hélène n'allait pas du tout au travail le jeudi.
Elle conduisait vers un bâtiment médical dans un autre quartier de la ville où elle passait plusieurs heures dans un local loué par quelqu'un se faisant appeler Dr Richard Pelletier. Sarah a pu déterminer que le Dr Pelletier n'était pas un médecin inscrit à Elorme dans notre région. C'était un médecin radié qui avait perdu sa licence dans le sud de la France 3 ans plus tôt pour avoir participé à une fraude à l'assurance maladie. Il avait déménagé dans notre région et poursuivait apparemment ses activités criminelles sous une fausse identité. La surveillance a également révélé que Michel conduisait depuis tôt chaque jeudi matin pour rencontrer Hélène et le Dr Pelletier. Ils passaient des heures ensemble, planifiant et coordonnant manifestement leur opération. Mais la découverte la plus inquiétante a eu lieu le jeudi soir, lorsque Sarah les a suivis jusqu'à un garde-meuble à la périphérie de la ville. À l'aide de téléobjectifs, elle a pu les photographier en train de sortir et d'examiner ce qui semblait être du matériel médical. Des moniteurs cardiaques, des défibrillateurs et d'autres appareils qui seraient utilisés pour simuler une crise cardiaque. Ils ne prévoyaient pas seulement de m'empoisonner jusqu'à ce que mon cœur lâche naturellement. Ils se préparaient à provoquer une crise cardiaque à l'aide de matériel médical, puis à utiliser les fausses références du docteur Pelletier pour signer un certificat de décès affirmant que j'étais mort de cause naturelle. Quand Sarah m'a montré les photos le vendredi après-midi, j'ai eu la nausée. Le niveau de planification et de préparation était stupéfiant. Ce n'était pas un crime passionnel ou une décision prise sur un coup de tête. Ils travaillaient là-dessus depuis des mois, peut-être même des années, créant de fausses identités, rassemblant du matériel et perfectionnant leur méthode. Il y a autre chose, a dit Sarah en sortant une autre série de photos. Ils ne prévoient pas d'attendre beaucoup plus longtemps. Les photos montraient Hélène et Michel chargeant le matériel médical dans la camionnette blanche que j'avais vue la première nuit. Ils amenaient l'équipement chez nous, ce qui signifiait qu'ils étaient prêts à mettre en œuvre la phase finale de leur plan. D'après ce que j'ai observé, a poursuivi Sarah, je pense qu'ils prévoient de le faire demain soir. Samedi soir, quand le quartier est calme et qu'il y a moins de risques d'interférence. Demain soir. En moins de 24 heures, ma femme et mon frère prévoyaient de m'assassiner dans ma propre maison, en utilisant du matériel médical pour simuler une crise cardiaque et un faux médecin pour dissimuler les preuves. J'ai pensé à confronter Hélène directement, à exiger une explication, à lui donner une chance d'annuler tout ça. Mais je savais qu'il était trop tard pour cela. Ils avaient investi trop de temps, d'argent et d'efforts dans ce plan. Ils ne l'abandonneraient pas maintenant juste parce que j'avais découvert leur secret. Au lieu de cela, je devais retourner la situation contre eux. Je devais les laisser penser que leur plan se déroulait normalement tout en préparant un piège qui les exposerait complètement. Ce soir-là, je suis rentré et je me suis comporté exactement comme je l'avais fait ces derniers jours. Normal, sans méfiance, peut-être même un peu plus confiant et affectueux que d'habitude. Je voulais que Hélène soit convaincue que je n'avais aucune idée de ce qui se préparait. Je me disais qu'on devrait faire quelque chose de spécial ce week-end, lui ai-je dit pendant le dîner. Peut-être conduire jusqu'à la côte, séjourner dans cette chambre d'hôte que tu aimes. Le sourire d'Hélène a semblé forcé. Ça a l'air charmant, mais on devrait peut-être attendre le week-end prochain. Je me sens un peu patraque, et je détesterais gâcher le voyage. Elle gagnait du temps, trouvant des excuses pour me garder à la maison demain soir. Tout confirmait que le samedi était le jour où il prévoyait d'agir. Bien sûr, ai-je dit. Ta santé est plus importante que n'importe quel voyage. Nous resterons à la maison pour nous détendre. Cette nuit-là, alors que Hélène dormait paisiblement à mes côtés, je suis resté éveillé pour finaliser mon propre plan. Dubois s'était arrangé pour que la police soit en attente, prête à intervenir à tout moment. Sarah serait positionnée à l'extérieur de notre maison avec du matériel d'enregistrement pour documenter tout ce qui se passait, et je porterais un micro, capturant chaque mot de leurs aveux lorsqu'ils penseraient que j'étais en train de mourir. Demain soir, Hélène et Michel découvriraient que l'homme qui essayait d'assassiner avait préparé sa propre surprise pour eux. Mais d'abord, je devais passer la journée de samedi sans éveiller aucun soupçon. Je devais continuer à jouer le rôle du mari confiant qui n'avait aucune idée que sa femme prévoyait de le tuer. Et je devais le faire en sachant que dans moins de 24 heures, tout serait fini, d'une manière ou d'une autre, où je serais mort. Alors que je sombrais finalement dans le sommeil, je me suis demandé à quoi rêvait Hélène. Pensait-elle aux 400 000 € qu'elle allait hériter? Imaginait-elle sa vie avec Michel une fois que je ne serais plus là? Ou ressentait-elle la moindre culpabilité quant à ce qu'elle s'apprêtait à faire à l'homme qui l'avait fidèlement aimé pendant 32 ans? Demain soir, je découvrirai exactement qui était vraiment ma femme sous le masque qu'elle portait depuis tous ces mois, et elle découvrirait que l'homme qu'elle croyait être sa victime impuissante avait préparé quelques surprises de son côté.
Le samedi s'est déroulé avec une normalité étrange qui rendait tout irréel. Hélène a préparé le petit déjeuner. Nous avons lu le journal ensemble, et elle a même suggéré que nous regardions un de nos vieux films préférés l'après-midi. Pour n'importe quel observateur, nous avions l'air d'un couple marié parfaitement heureux profitant d'un week-end tranquille à la maison. Mais je pouvais voir la tension dans les mouvements d'Hélène, la façon dont elle vérifiait son téléphone plus fréquemment que d'habitude, le côté forcé de ses sourires. Elle se préparait mentalement à ce qui allait se passer le soir même. Chaque geste gentil, chaque mot d'amour était sa façon de dire adieu à la façade qu'elle maintenait depuis des mois. Vers 15h, Hélène a annoncé qu'elle devait faire quelques courses. Juste quelques achats au supermarché et un passage rapide à la pharmacie, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Je devrais être de retour dans quelques heures. Je savais qu'elle n'allait pas faire les courses. Elle rencontrait Michel et le docteur Pelletier pour les débuts préparatifs, s'assurant que chacun connaissait son rôle pour les événements de la soirée. C'était l'occasion pour moi de terminer mes propres préparatifs. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, j'étais au téléphone avec Dubois et Sarah. C'est pour ce soir, leur est dit. Hélène vient de partir pour ce qu'elle appelle des courses, mais d'après la surveillance, c'est le moment où ils font leur dernière mise au point. Sarah a confirmé qu'elle était déjà en position dans une camionnette banalisée garée un peu plus loin dans la rue, équipée de caméras longue portée et de matériel d'enregistrement. Dubois m'a assuré que la police se tenait prête à un endroit situé à 5 minutes de là, prête à intervenir dès que je donnerai le signal. J'ai passé l'heure suivante à installer l'équipement d'enregistrement qui allait capturer tout ce qui se passait. En plus du micro que je porterais sur moi, nous avions installé des caméras minuscules dans des endroits stratégiques de la maison, le salon, la cuisine et la chambre. Tout ce que diraient et feraient Hélène et Michel serait enregistré sous plusieurs angles. Le plus dur, c'était l'attente. À 18h, je faisais les 100 pas dans la maison, vérifiant et revérifiant l'équipement, essayant de rester calme. Je devais paraître complètement normal au retour de Hélène, ce qui signifiait contrôler mes nerfs et conserver la même attitude détendue que j'avais affichée toute la semaine. Hélène est rentrée à 18h30, portant des sacs de courses qui ne contenaient probablement rien de plus que des accessoires pour son alibi. Elle semblait plus détendue qu'elle ne l'avait été de toute la journée, comme si la dernière réunion de planification l'avait soulagée de son anxiété quant à la soirée à venir. « Comment s'est passé ton après-midi » a-t-elle demandé en commençant à préparer le dîner. Calme et paisible, ai-je répondu. J'ai fait une longue sieste cet après-midi. Je me sens plus reposé que je ne l'ai été depuis des mois. C'était vrai. Avoir évacué le poison de mon système avait fait une énorme différence sur mon état physique. Mais je savais aussi que paraître reposé et en bonne santé rassurait Hélène sur la poursuite de leur plan. Ils avaient besoin que je paraisse normal et sans méfiance. Nous avons dîné ensemble et Hélène était plus bavarde qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle m'a raconté des anecdotes sur ses collègues, m'a interrogé sur mes projets pour la semaine suivante et a globalement agi comme une femme sincèrement intéressée par la vie de son mari. Si je n'avais pas su ce qu'elle préparait, j'aurais cru que nous avions une de nos meilleures conversations depuis des mois. À 20h, Hélène a suggéré que nous regardions la télévision ensemble dans le salon. Elle nous a préparé à chacun une tasse de café, et j'ai remarqué qu'elle faisait très attention à la tasse qu'elle me tendait. J'étais certain que mon café contenait une forte dose du médicament qu'il me donnait, probablement assez pour me rendre somnole et docile pour ce qui allait suivre. J'ai bu les cafés sans hésitation, sachant que je trouverais un moyen de le purger de mon système avant qu'il ne fasse pleinement effet. Hélène s'est assise à côté de moi sur le canapé et nous avons regardé une émission comique ensemble, riant et allant comme n'importe quel couple de maman le samedi soir. À 21h30, Hélène s'est levée pour aller aux toilettes, et je suis rapidement allé dans la cuisine pour me forcer à vomir le café drogué. Quand je suis revenu dans le salon, j'ai fait en sorte de paraître légèrement somnole, comme si le médicament commençait à agir. « Tu te sens bien ?» a demandé Hélène, étudiant mon visage avec ce qui semblait être une véritable inquiétude. « Juste fatigué, ai-je dit, laissant ma voix paraître légèrement pâteuse. Je crois que je couvre quelque chose. » Hélène a hoché la tête avec compassion. « Tu devrais sans doute te reposer. Pourquoi ne montes-tu pas t'allonger? Je vais ranger en bas et je te rejoins dans un moment. » C'était le moment. Le signal que Hélène donnerait à Michel et au docteur Pelletier pour leur indiquer que j'étais neutralisé et prêt pour la phase finale de leur plan. Je suis monté à l'étage et me suis allongé sur notre lit, mais je n'ai pas fermé les yeux.
Grâce au matériel d'enregistrement, je pouvais entendre Hélène s'affairer en bas, puis je l'ai entendu passer un appel téléphonique. « Il est prêt ?» a-t-elle dit doucement. Il a bu le café il y a environ 30 minutes, et il montre déjà des signes de somnolence. Oui, il est en haut dans la chambre. Vous pouvez entrer par la porte de derrière. Je la laisserai déverrouiller. 10 minutes plus tard, j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir, suivie de voix étouffées dans la cuisine. Michel était arrivé, d'après le matériel que Sarah les avait vu charger, le docteur Pelletier était probablement avec lui. J'ai écouté pendant qu'il se déplaçait dans la maison, installant l'équipement dans le salon, juste en dessous de notre chambre. Je pouvais entendre le léger bourdonnement d'appareils électroniques qu'on allumait, le froissement de fournitures médicales qu'on disposait. Combien de temps avant qu'il soit complètement inconscient ? Ai-je entendu Michel demander. Le docteur Pelletier a dit que le dosage que je lui ai donné devrait l'assommer d'ici 15 minutes, a répondu Hélène. Une fois qu'il sera hors jeu, nous aurons une fenêtre d'environ 1 heure pour tout terminer avant que le médicament ne commence à se dissiper. 1 heure. Il prévoyait de passer 1 heure à utiliser du matériel médical pour simuler une crise cardiaque, puis à positionner mon corps et à créer une mise en scène qui convaincrait les enquêteurs que j'étais mort de cause naturelle dans mon sommeil. Et après ? A demandé Michel. Combien de temps avant que quelqu'un ne découvre le corps ? J'attendrai lundi matin, a dit Hélène. J'appellerai mon travail pour dire que je suis malade. Puis vers midi, je monterai et je le découvrirai. J'appellerai les pompiers, et le temps qu'il arrive, la rigidité cadavérique sera installée. Le certificat de décès du docteur Pelletier indiquera un arrêt cardiaque dû à une maladie cardiaque sous-jacente. Ils avaient planifié chaque détail, jusqu'au moment exact où mon corps serait découvert. Hélène avait passé une journée entière dans la maison avec mon cadavre, attendant le moment optimal pour jouer le rôle de la veuve éplorée. J'ai entendu des pas monter l'escalier. C'était mon signal pour Dubois et la police qu'il était temps d'intervenir. J'ai appuyé sur le petit bouton de mon enregistreur qui envoyait une alerte à la camionnette de Sarah, puis je me suis allongé sur le lit comme si j'étais inconscient. Hélène est entrée dans la chambre la première, suivie de Michel et d'un homme que je ne connaissais pas, qui devait être le docteur Pelletier. Ils se sont approchés du lit prudemment, et Hélène a tendu la main pour prendre mon pouls. Il est parti, a-t-elle murmuré. Le pouls est formel. Parfait. Le docteur Pelletier cesse de déplacer de l'autre côté du lit et a commencé à fixer des électrodes sur ma poitrine. L'équipement qu'il utilisait avait l'air sophistiqué et coûteux. Certainement pas quelque chose qu'on peut acheter dans un magasin de matériel médical sans les bonnes accréditations. Ceci simulera un événement coronarien massif, a expliqué le docteur Pelletier d'un peu plus. Les schémas électriques provoqueront un véritable arrêt cardiaque, mais cela paraîtra complètement naturel lors de tout examen ultérieur. Le médicament dans son système empêchera toute chance de réanimation. Ils allaient m'électrocuter. Pas seulement m'empoisonner ou m'étouffer, mais réellement arrêter mon cœur à l'aide de matériel médical. La froideur de l'acté, la précision technique le rendait encore plus horrifiant que ce que j'avais imaginé. Est-ce que ça va lui faire mal ? A demandé Hélène. Et pendant un instant, j'ai cru entendre une trace d'incertitude dans sa voix. Il ne sentira rien, l'a rassuré le docteur Pelletier. Le médicament l'a rendu complètement inconscient, et même si ce n'était pas le cas, un arrêt cardiaque est généralement instantané. Aucune souffrance. Michel cesse d'approcher du lit. Êtes-vous sûr que ça paraîtra naturel ? Aucun signe de traumatisme externe. Les marques des électrodes seront totalement indétectables après que je les aurai retirées, a affirmé le docteur Pelletier, et la signature électrique correspondra parfaitement à celle d'une crise cardiaque naturelle. J'ai déjà fait ça. Il avait déjà fait ça. Le docteur Pelletier n'était pas seulement un médecin radié aidant à commettre son criminel. C'était un tueur en série spécialisé dans le maquillage de meurtres en mort naturelle. Juste pour être clair sur notre accord, a dit Michel à Hélène. Je reçois 40% de plus. L'assurance vie, le produit de la vente de la maison, 40% de 400 000 francs 160 000, a répondu Hélène. Plus la moitié de ce que la maison rapportera. Ça devrait faire au moins 125 000 de plus. Tu en as pour près de 300 000 euros, Michel. Et le docteur Pelletier a ses 50 000 euros d'honoraires. Comme convenu, a poursuivi Michel. 50 000, c'est une affaire pour ce genre de service, a ajouté le docteur Pelletier. La plupart des gens dans ma position font payer considérablement plus cher.
Il discutait des détails financiers de mon meurtre tout en se tenant au-dessus de mon corps prétendument inconscient. La cupidité, la cruauté, l'absence totale d'émotion humaine. C'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Le docteur Pelletier a commencé à faire les derniers réglages sur son équipement. Je suis prêt à procéder, a-t-il annoncé. Une fois que j'activerai l'appareil, l'arrêt cardiaque se produira dans les 30 secondes. Êtes-vous tous les deux prêts à assister à cela? Nous sommes prêts, a dit Hélène, et j'ai pu l'entendre s'approcher du lit. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux et que je me suis assis. Le choc sur le visage fut immédiat et total. Hélène a trébuché en arrière, ses mains volant à sa bouche. Michel a pâli et a commencé à regarder frénétiquement autour de la pièce comme s'il cherchait une issue de secours. Le docteur Pelletier cesse de figer, la main sur l'appareil électrique. Surprise, ai-je dit calmement, en sortant le fil du micro de sous ma chemise. J'ai entendu chaque mot. Avant que l'on ne puisse réagir, le hurlement des sirènes a déchiré la nuit, devenant de plus en plus fort à mesure que les voitures de police s'approchaient de la maison. Sarah avait reçu le signal et appelé la cavalerie. Antoine a balbutié Hélène. Quoi? Comment es-tu, éveillée? J'ai terminé pour elle. J'ai arrêté de prendre tes vitamines empoisonnées il y a une semaine, Hélène. Et j'ai enregistré tout ce que vous avez dit et fait. Le bruit de pas lourds dans l'escalier a annoncé l'arrivée de la police. En quelques secondes, notre chambre a été envahie d'officiers armés hurlant des ordres pour que tout le monde se mette à terre. Alors qu'on lui passait les menottes, Hélène m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. De la haine pure. Tu devais mourir, a-t-elle craché. Tu étais censé être mort alors qu'il est. Désolé de te décevoir, ai-je répondu. Mais j'avais d'autres projets. Michel était déjà menotté, et on lisait ses droits au docteur Pelletier. Le matériel médical était photographié et saisi comme pièce à conviction. Tout ce qu'il avait prévu d'utiliser pour me tuer était maintenant la preuve de leur association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat. Pendant que la police les emmène, Hélène cesse de retourner une dernière fois. 32 ans, Antoine, a-t-elle dit. 32 ans que j'ai gaspillé avec toi. Non, Hélène, l'ai-je corrigé. 32 ans pendant lesquels tu as fait semblant de m'aimer tout en planifiant de me tuer. Le gâchis est entièrement de ton côté. 6 mois plus tard, je me suis assis dans une salle d'audience et j'ai regardé le juge condamner Hélène à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Michel a écopé de 25 ans de prison pour complicité de tentative d'assassinat. Le docteur Pelletier, qui s'est révélé avoir tué au moins 3 autres personnes dans des stratagèmes similaires, a été condamné à la peine maximale applicable. La maison semblait différente après tout ce qui s'était passé. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Je l'ai vendu et j'ai traversé le pays pour m'installer en Bretagne, là où j'avais toujours voulu vivre, sans jamais me sentir libre du même. J'ai acheté une petite maison près de la côte, sans voisins assez proches pour voir mes lumières la nuit. Il n'y a pas de lampadaire ici, pas de mystérieux nuages avec des avertissements critiques, juste le bruit de l'océan, et la certitude que j'ai survécu à quelque chose qui aurait dû me tuer. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si ce livreur de pizza ne m'avait pas prévenu de surveiller l'extinction du lampadaire. Aurais-je découvert le plan d'Hélène à temps? Serais-je mort aujourd'hui, enterré quelque part pendant qu'elle et Michel dépensent mon argent en se félicitant du crime parfait? Mais je ne m'attarde pas sur ces pensées. Je me concentre plutôt sur l'avenir que je ne m'attendais pas à avoir. Une vie sans poison, sans mensonge, libre de la femme qui a passé 3 décennies à faire semblant de m'aimer tout en planifiant ma mort. Le lampadaire ne cesse jamais éteint pour moi. Au contraire, il a illuminé la vérité juste à temps pour me sauver la vie.